Un juge maléfique rase les cheveux d'un garçon noir, mais attendez de voir qui est son père. Isaiah Turner était assis à son bureau, feuilletant tranquillement les pages de son vieux manuel d'histoire, ses doigts traçant distraitement les bords des passages surlignés. Ses tresses, soigneusement tressées la veille par sa mère, reposaient contre le col de son uniforme. Elles étaient plus qu'une simple coiffure. Elles étaient un héritage, un lien avec un héritage qu'il avait appris à chérir, malgré les pressions subtiles mais persistantes qui l'entouraient à l'Académie Hawthorne. L'école était connue pour ses études rigoureuses et un ensemble d'attentes tacites, des attentes qui convenaient rarement aux garçons comme lui. La matinée avait commencé comme toutes les autres, avec Isaiah terminant consciencieusement ses devoirs, prenant soin de ne jamais prendre de retard. Il avait appris depuis longtemps que le moindre faux pas, aussi petit soit-il, serait scruté bien plus que ceux de ses camarades de classe. Être parmi les rares étudiants noirs de Hawthorne signifiait marcher sur une corde raide, où même les actions les mieux intentionnées pouvaient se transformer en quelque chose de complètement différent. Il avait déjà vécu cette expérience. Des professeurs qui remettaient en question l'authenticité de son travail, des camarades de classe qui faisaient des remarques désinvoltes sur sa façon de parler articulée, des regards en coin quand il dépassait les attentes. Ce jour-là, ce ne serait pas différent. Monsieur Dorsey se tenait devant la classe, sa voix bourdonnante tandis qu'il griffonnait sur le tableau. C'était le genre de professeur qui se targuait de son autorité, le genre de personne qui considérait les contestations de ses déclarations comme des perturbations plutôt que comme un discours intellectuel. Isaiah restait généralement silencieux, évitant tout ce qui pourrait être mal interprété, mais ce jour-là, il a commis une erreur. Alors que M. Dorsey expliquait une section sur le mouvement des droits civiques, il a esquivé un détail important de la loi sur le droit de vote de 1965, attribuant à tort son impact à une loi adoptée des années plus tard. Isaiah a hésité, mais a finalement levé la main, la voix égale. Il a souligné l'erreur, citant un passage direct du manuel. Le silence est tombé dans la salle. M. Dorsey se retourna lentement, les yeux plissés comme si Isaiah avait fait quelque chose de bien pire que simplement corriger une inexactitude historique. L'air devint lourd de tension tacite. Le professeur ne répondit pas immédiatement, laissant plutôt le poids de son regard se poser sur Isaiah comme un avertissement tacite. Finalement, il marmonna quelque chose à propos de la prudence avec les déclarations audacieuses avant de rejeter complètement le commentaire d'Isaiah. Le moment passa, mais le changement dans l'atmosphère de la classe persista. La leçon continua, mais Isaiah sentit le changement. Les yeux de M. Dorsey s'attardèrent sur lui plus longtemps que nécessaire. Ses questions dirigées vers lui devinrent pointues, empreintes du genre d'examen minutieux destiné à le faire trébucher. Isaiah répondit à chacune avec soin, refusant de donner à l'homme ce qu'il semblait rechercher. Cela n'avait pas d'importance. Au moment où la cloche sonna, il pouvait déjà sentir les ennuis se préparer. Le déjeuner passa dans un flou. Isaiah toucha à peine à sa nourriture, son esprit repassant les événements de la matinée. Le malaise le rongeait, mais il le repoussa. Il n'avait rien fait de mal, mais cela ne signifiait pas grand-chose ici. Alors que les cours de l'après-midi commençaient, l'inévitable arriva. Son nom fut appelé à l'interphone, lui demandant de se rendre immédiatement au bureau du directeur. Les murmures le suivirent tandis qu'il rangeait ses livres. Quelques camarades de classe échangèrent des regards entendus, certains chuchotèrent entre eux. Il n'avait pas besoin de les entendre pour savoir ce qu'ils pensaient. Il traversa le couloir, les murs se resserrant à chaque pas. Dans le bureau, le directeur Hargrove était assis derrière son grand bureau, son expression indéchiffrable. M. Dorsey se tenait à côté de lui, les bras croisés, les lèvres pressées en une fine ligne. Isaiah resta debout, attendant que les accusations arrivent. Ils ne perdirent pas de temps. On prétendait qu'il avait été perturbateur, irrespectueux, que son ton avait été inapproprié. Il n'y avait pas d'accusation directe d'insubordination pure et simple. Hargrove était trop prudent pour cela, mais l'implication était claire. Isaiah essaya de s'expliquer.
Mais ces mots quittèrent à peine sa bouche qu'Hargrove secoua la tête, déjà bien décidé à prendre sa décision. Ce n'était pas la première fois qu'une chose pareille se produisait, mais c'était la première fois qu'il dépassait la détention. Les mots suivants du directeur firent froid dans le dos d'Isaiah. Il était renvoyé devant un tribunal pour mineurs. La justification? Un historique de problèmes de comportement. Cet historique n'existait pas, du moins pas au sens propre. Une poignée de notes de professeurs qui trouvaient sa confiance trop audacieuse, des comptes rendus d'incidents mineurs en classe, s'étendaient à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais été. Il ne s'agissait pas de ce qu'il avait fait aujourd'hui. Il s'agissait de ce qu'il représentait. Le choc mit un moment à s'installer. Isaiah entendit à peine le bruit du téléphone qu'on décrochait, le bourdonnement discret d'une conversation qu'il n'était pas censé entendre. Lorsque le combiné fut reposé, les mots suivants d'Hargrove furent définitifs. « Votre père a été informé. Vous devrez vous préparer pour votre audience. » Le reste de la journée se passa dans la brume. Isaiah se rappelait à peine être retourné dans la salle de classe pour récupérer ses affaires. Il avait à peine remarqué les regards de ses camarades lorsqu'il avait quitté le bâtiment de l'école. Il avait toujours su que le système n'était pas fait pour lui, mais il ne s'attendait pas à être entraîné dans ses rouages si tôt. À la maison, son père l'attendait. Elijah Turner était un homme de peu de mots. Sa présence imposait sans effort. Il n'éleva pas la voix, n'explosa pas de colère. Au lieu de cela, il resta silencieux, regardant Isaiah poser son sac. Le silence s'étira, lourd mais pas étouffant. Isaiah s'attendait à des questions, mais aucune ne vint. Son père le savait déjà. Son expression était illisible, mais quelque chose bouillonnait sous la surface, quelque chose de contrôlé mais inébranlable. Il prit le papier qu'Isaiah lui tendit, l'avis officiel du tribunal, le lut attentivement avant de le plier une fois et de le poser sur la table. Le moment passa sans commentaire. Les jours se brouillèrent dans la période précédant l'audience. Isaiah assistait à des dîners où le silence de son père parlait plus fort que n'importe quelle parole. Il voulait demander ce qui allait se passer, mais Elijah ne lui a jamais proposé autre chose qu'un simple « on s'en occupe ». Les mots auraient dû être rassurants, mais ils ne l'ont pas été. Puis vint le nom, juge Whitmore. Isaiah ne l'avait jamais entendu auparavant, mais quelque chose dans la posture de son père changea quand il prononça ce nom. C'était subtil, à peine perceptible, mais c'était là, le léger resserrement de sa mâchoire, l'expiration lente par son nez. Son père ne dit pas grand-chose après cela, mais le silence qui suivit n'était pas le même qu'avant. C'était différent, c'était quelque chose d'enfoui. Isaiah le sentait, même s'il ne le comprenait pas encore. La veille de l'audience, son père fit quelque chose d'inattendu. Il entra dans la chambre d'Isaiah, l'étudia pendant un long moment avant de s'avancer et de passer ses doigts légèrement sur les tresses reposant sur les épaules de son fils. Ce n'était pas un geste de désapprobation. Son père ne s'était jamais soucié de choses triviales comme les codes vestimentaires ou les apparences. Au contraire, cela ressemblait plus à une confirmation, comme s'il mémorisait quelque chose avant qu'on le lui retire. Isaiah voulait lui demander ce qu'il pensait, mais les mots ne vinrent pas. Son père quitta la pièce sans un mot de plus, ne laissant derrière lui que le bourdonnement silencieux de l'incertitude. Le matin de l'audience arriva trop tôt. L'air semblait plus lourd alors qu'Isaiah s'habillait, la veste de costume raidie contre ses épaules. Lui et son père marchaient en silence, leurs pas assurés alors qu'ils s'approchaient du palais de justice qui se profilait. En entrant, Isaiah vit l'homme assis sur le banc, celui dont le nom avait réveillé quelque chose d'inexprimé chez son père. Le juge Whitmore leur jeta à peine un coup d'œil alors qu'ils s'approchaient, ses doigts tapotant paresseusement sur le bureau en bois. Elijah Turner ne dit rien. Il se contenta d'observer. Isaiah entra dans la salle d'audience, sa respiration ralentissant tandis que ses yeux s'habituaient à l'atmosphère sombre et stérile. L'air était chargé d'un poids étrange, lourd de quelque chose de non dit, de froid. Les bancs en bois étaient occupés par des spectateurs, leurs murmures s'étaient tus dès qu'il entra.
Un silence s'installa, lourd et plein d'attente. Au premier rang, assis bien au-dessus des autres, se trouvait le juge Whitmore. Au moment où le regard d'Isaiah croisa les yeux bleus perçants de l'homme, un frisson le parcourut. Il n'y avait aucune curiosité dans ce regard, aucune impartialité. C'était un regard de jugement déjà décidé, un regard qui disait à Isaiah tout ce qu'il avait besoin de savoir, avant même qu'un seul mot n'ait été prononcé. Isaiah entra dans la salle d'audience, sa respiration ralentissant tandis que ses yeux s'habituaient à l'atmosphère sombre et stérile. L'air était chargé d'un poids étrange, lourd de quelque chose de non dit, de froid. Les bancs en bois étaient occupés par des spectateurs. Leur murmure s'était tu dès qu'il entra. Un silence s'installa, lourd et plein d'attente. Au premier plan de la salle, assis bien au-dessus des autres, se trouvait le juge Whitmore. Au moment où le regard d'Isaiah rencontra les yeux bleus perçants de l'homme, un frisson le parcourut. Il n'y avait aucune curiosité dans ce regard, aucune impartialité. C'était un regard de jugement déjà décidé, un regard qui disait à Isaiah tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même qu'un seul mot n'ait été prononcé. Son père marchait à côté de lui, son pas calme, son expression indéchiffrable. Tous deux se déplaçaient comme un seul homme, leur présence presque troublante, en contraste avec la tension silencieuse de la pièce. Mais alors qu'il s'approchait de la table des accusés, Isaiah remarqua le changement subtil dans la posture de son père, la façon dont ses épaules se redressaient légèrement, la façon dont ses mains restaient immobiles à ses côtés alors que la plupart des hommes auraient serré les poings. Son père savait quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il ne le révélait pas. Isaiah s'assit, sentant le banc de bois sous lui, ferme et inflexible. Son avocat, un homme qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois avant aujourd'hui, feuilletait déjà un mince dossier, le visage crispé par une frustration silencieuse. Il était clair qu'il comprenait le poids de cette affaire, mais il était également clair qu'il ne s'attendait pas à gagner. Telle était la nature de cette salle d'audience, la nature de la règle de Whitmore. La voix du juge coupa le silence, basse et délibérée, imprégnée d'une autorité qui exigeait la soumission. Il s'adressa à Isaiah avec une formalité exagérée, ses mots mesurés d'une manière qui semblait presque amusée. La condescendance se dégageait de chaque syllabe, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était pas à sa portée, quelqu'un qui avait déjà échoué à répondre à une attente tacite. Isaiah gardait le dos droit, les yeux vers l'avant, refusant de se rétracter sous le poids de ce regard. Monsieur Dorsey prit la parole en premier, l'air grave, la voix empreinte d'une déception soigneusement construite. Il parle des problèmes de comportement d'Isaiah, dressant le portrait d'un garçon qui avait fait preuve de défiance à plusieurs reprises, d'un étudiant qui avait perturbé son cours par son arrogance. Il décrivit la soi-disant agressivité d'Isaiah, embellissant des moments mineurs en quelque chose de plus sinistre, utilisant des phrases vagues qui sèmeraient le doute dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Isaiah pouvait sentir l'air bouger à chaque mot exagéré, pouvait sentir la façon dont la salle se penchait sur l'histoire, comme s'ils attendaient d'entendre la confirmation de quelque chose qu'ils croyaient déjà. Le juge hocha lentement la tête pendant que Dorsey parlait, ses doigts tapotant paresseusement contre le bureau en bois devant lui. Il n'interrompit jamais, n'exigea jamais de clarification, ne demanda jamais de détails. Il n'en avait pas besoin. Le verdict était déjà écrit dans son esprit. Lorsque l'avocat d'Isaiah parla enfin, sa voix était ferme mais prudente. Il souligna les incohérences dans le témoignage de Dorsey, se demandant pourquoi un étudiant sans antécédent de violence serait soudainement considéré comme une menace pour une simple correction. Mais ses paroles passèrent à peine inaperçues. Whitmore se renversa dans sa chaise, son expression ennuyée, sa main agitant de manière dédaigneuse avant que l'avocat ne puisse terminer. C'était une performance, rien de plus. Isaiah ouvrit la bouche, avec l'intention de parler, mais le regard du juge se tourna immédiatement vers lui, une seule main levée interrompant sa tentative avant même qu'il n'ait commencé. Il n'y aurait pas de défense. Il n'y aurait pas d'explication.
Son père bougea à côté de lui, le mouvement à peine perceptible pour quiconque sauf Isaïa. Et puis, pour la première fois, Elijah parla. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose que même le juge reconnut. Whitmore se tourna pour le regarder attentivement, son expression toujours calme, mais ses yeux brillèrent momentanément d'une lueur inhabituelle. Une reconnaissance. Cela passa si vite que personne d'autre ne sembla le remarquer, mais Isaïa le vit. Un souvenir remontant à la surface, un moment rappelé. Mais le juge ne s'adressa pas à Elijah. Au lieu de cela, il se tourna vers Isaïa, ses lèvres pinçant en une fine ligne, ses mains jointes comme s'il pesait une décision qui, en réalité, avait déjà été prise bien avant aujourd'hui. Puis il rendit sa décision. Isaïa se prépara à une mise à l'épreuve. Peut-être une leçon, au pire, des travaux d'intérêt général. C'était la décision typique pour des cas comme le sien, si jamais ils arrivaient jusqu'ici. Mais ce qui suivit laissa la salle d'audience figée. Le juge Whitmore ordonna que les cheveux d'Isaïa soient coupés, ici même, dans cette même pièce. Pendant un moment, Isaïa ne put traiter les mots. C'était si absurde, si délibérément cruel, que son esprit refusa d'en comprendre le sens. Mais ensuite, le silence dans la salle le confirma. Personne ne corrigeait le juge. Personne n'arrêtait ça. Une vague de malaise se répandit parmi les spectateurs. Même ceux habitués à la dureté de Whitmore semblaient déconcertés. Mais personne ne prit la parole. Personne ne contesta la décision. Avant qu'Isaïa ne puisse bouger, avant qu'il ne puisse réagir, 2 officiers de justice s'approchèrent déjà. Leurs mains étaient sur ses épaules, fermes, mais méthodiques, comme s'ils exécutaient simplement des ordres de routine. Il se débattit, s'écartant instinctivement, mais les mains ne firent que se resserrer. Son père resta immobile. Il ne protesta pas. Il n'éleva pas la voix. Il ne se débattit pas. Et c'était, plus que toute autre chose, ce qui perturba le plus Isaïa. Les ciseaux brillèrent sous l'éclairage dur de la salle d'audience lorsqu'ils furent remis à l'un des officiers. Isaïa sentit son cœur battre dans sa poitrine, sa respiration s'amenuiser lorsqu'il réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire à ce moment. La première coupure fut la pire. Le coup sec des lames résonna dans ses oreilles, plus fort que tout le reste dans la pièce. Une tresse tomba, atterrissant contre le plancher en bois, avec un poids doux et sans vie. Une autre suivit, puis une autre. L'air froid frappa sa nuque tandis que les morceaux de lui-même étaient arrachés, un par un. Le monde se brouillait. Il ne savait pas si c'était de rage ou d'humiliation. Il sentait les regards braqués sur lui. Ses camarades de classe, ses amis, qui le regardaient mais impuissants. Son père, indéchiffrable. Le juge, silencieux mais victorieux. Une fois l'opération terminée, Isaïa resta assis, la tête légère, le corps tendu. Le sol sous ses pieds était jonché des vestiges de ce qui avait été son identité, son héritage, son lien avec quelque chose de plus grand que lui. Whitmore expira, sa satisfaction évidente, tandis qu'il frappait le marteau. Le son retentit, définitif et absolu, une déclaration de victoire. Il avait pris quelque chose à Isaïa, quelque chose d'intangible mais profondément personnel. Il avait exercé son pouvoir de la manière la plus cruelle possible, et dans son esprit, cela le rendait intouchable. Mais alors que son regard balayait la pièce une dernière fois, il hésita. C'était un scintillement à peine perceptible, mais il était là. Ses yeux se posèrent de nouveau sur Elijah Turner et, pour la première fois, il y eut un doute. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose avait changé. Il était trop tard maintenant. La sentence avait été rendue. La punition avait été exécutée. Mais Whitmore avait commis une erreur. Et au fond, il le sentait. Isaïa sortit du tribunal, ses mouvements lents, délibérés, comme si chaque pas demandait plus d'effort que le précédent. L'air frais de l'après-midi lui caressait la peau, mais cela ne fit rien pour apaiser la honte brûlante qui lui montait le long de la colonne vertébrale.
Son cuir chevelu lui semblait étranger, à vif là où se trouvaient autrefois ses tresses. Il résista à l'envie de passer sa main dessus, pour confirmer ce qu'il savait déjà, ce dont toute la salle d'audience avait été témoin. Son identité avait été arrachée, morceau par morceau, non par la violence, mais par quelque chose de bien pire. Une humiliation délibérée, destinée à le briser. Son père marchait à ses côtés, silencieux comme toujours, le visage indéchiffrable. Le poids de sa présence avait toujours suffi à rendre les autres méfiants, mais aujourd'hui, il portait quelque chose de différent. Un silence qui semblait dangereux. Isaiah avait déjà vu son père en colère. Il avait vu de la frustration, de la déception, les rares éclairs d'irritation quand le monde révélait ses pires vérités. Mais là, c'était autre chose. Son père ne parlait pas, ne le regardait pas, ne réagissait pas d'une manière que Isaiah pouvait mesurer. Et cela, plus que tout, lui donnait un malaise. Ils descendirent les marches du tribunal, tandis que les murmures les suivaient. Les murmures commencèrent doucement, d'abord avec prudence. Mais à mesure qu'ils pénétraient dans l'espace ouvert, les ondulations augmentèrent. Les gens tournèrent la tête, échangèrent des regards précipités. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase, alors que la prise de conscience se répandait dans la foule. Quelques fonctionnaires du tribunal, toujours attardés près de l'entrée, se raidirent. L'un d'eux, un greffier d'âge moyen tenant une pile de dossiers, se figea sur place, la bouche légèrement ouverte tandis que ses yeux allaient d'Isaïe à Élie. La couleur disparut de son visage. Il se retourna brusquement, serrant les dossiers contre sa poitrine, et disparut à l'intérieur du tribunal sans un mot de plus. À l'intérieur, le juge Whitmore se pencha en arrière sur sa chaise, expira lentement, savourant la victoire qu'il s'était taillée. Le garçon avait été traité, son père était resté silencieux, et l'ordre avait été maintenu. Une autre leçon apprise, une autre démonstration de contrôle. Il tendit la main vers le marteau posé sur son bureau, passa ses doigts sur le bois lisse, satisfait de lui-même. Mais la satisfaction fut de courte durée. La porte de son cabinet s'ouvrit brusquement. Le craquement sec du bois contre le cadre le surprit. Un fonctionnaire du tribunal se tenait là, respirant lourdement, le visage pâle. Il hésita une fraction de seconde avant d'entrer, fermant la porte derrière lui. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension dans ses épaules, un tremblement dans ses mains qu'il essaya de dissimuler, mais en vain. Le juge Whitmore plissa les yeux, déjà irrité par l'intrusion. Le fonctionnaire hésita à nouveau. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, comme s'il ne savait pas par où commencer. Puis, après une autre inspiration, il força les mots à sortir. Le juge savait-il qui était cet homme? Whitmore se redressa légèrement, son sourire narquois vacillant. Le fonctionnaire fit un autre pas en avant, sa voix baissant, comme s'il révélait quelque chose de dangereux, quelque chose qui n'aurait jamais dû être négligé. Le nom d'Elijah Turner passa sur ses lèvres, et l'expression de Whitmore s'assombrit d'une expression illisible. Il reconnut le nom, mais ne comprit pas encore le poids qu'il contenait. Le fonctionnaire se pencha plus près, murmurant à présent ses paroles lentes, réfléchies. Elijah Turner n'était pas seulement un père. Il n'était pas seulement un homme mécontent assis dans sa salle d'audience. Il était un juge fédéral. Pas n'importe quel juge fédéral, mais un juge qui supervisait les enquêtes sur la conduite des juges. La salle sembla rétrécir. La prise de Whitmore sur le marteau se resserra, sa mâchoire se bloqua. C'était un mensonge. Il devait en être ainsi. Si un homme comme celui-là s'était trouvé dans sa salle d'audience, il l'aurait su. Il aurait reconnu le danger avant qu'il ne soit trop tard. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le fonctionnaire continua, enfonçant la vérité dans son cœur comme un clou qui s'enfonce lentement. Elijah Turner le surpassait. Il avait le pouvoir d'enquêter, de démanteler, de dénoncer. Le silence s'étira. Les murs du bureau de Whitmore, autrefois tapissés du confort de l'autorité, lui parurent soudain étouffants. Il se pencha en arrière, tentant de garder son sang-froid, mais les mots le griffèrent, refusant de s'arrêter. Il n'avait pas seulement condamné un garçon noir à l'humiliation.
Il avait humilié le fils d'un homme qui avait le pouvoir de le démanteler. Il se leva brusquement de sa chaise, se dirigeant vers la porte à pas précipités. Il devait agir, contenir la situation avant qu'elle ne dégénère, limiter les dégâts. Il l'avait déjà fait auparavant. S'était sorti de situations qui menaçaient son autorité, avait utilisé les bons mots, les bonnes faveurs, la bonne pression pour faire disparaître les problèmes. Mais cette fois-ci, c'était différent. Dehors, le palais de justice était déjà animé de murmures. Les nouvelles se propageaient vite dans des endroits comme celui-ci, et lorsque Whitmore entra dans le hall, il sentit le changement. Les mêmes fonctionnaires du tribunal qui autrefois lui faisaient un signe de tête avec déférence évitaient maintenant son regard. Quelques-uns chuchotaient entre eux, leur regard rapide, leurs mouvements tendus. Il avait toujours su que le pouvoir était une chose fragile, mais pour la première fois, il pouvait sentir les fondations se fissurer sous lui. Elijah Turner n'avait pas élevé la voix dans la salle d'audience. Il n'avait pas fait de scène, mais son silence avait été un avertissement. Une réponse calme et mesurée qui se déroulait maintenant avec précision. À la fin de la journée, la première plainte officielle avait été déposée. Elle était méticuleuse, détaillée, décrivant non seulement le cas d'Isaiah, mais aussi un modèle. Une longue liste accablante de décisions qui dressait un tableau clair, de préjugés raciaux, de peines disproportionnées, d'un homme qui avait passé des années à exercer son pouvoir contre ceux qu'il jugeait indignes. Le nom du juge Whitmore a atterri au premier niveau de révision, et une fois que cela a commencé, rien ne pouvait l'arrêter. Les murs se sont rapidement refermés. Les fonctionnaires qui l'avaient autrefois défendu ont commencé à prendre leur distance. D'autres juges, des hommes qui avaient autrefois partagé des verres avec lui après des audiences tardives, évitaient désormais ses appels. Il a contacté quelques alliés, tâtant le terrain, mais les réponses étaient brèves, prudentes. Il savait ce qui allait arriver, et il ne voulait pas en faire partie. Ces décisions passées, autrefois enfouies sous la paperasse et la bureaucratie, ont été ramenées au grand jour. Chaque cas était une nouvelle fissure dans la structure qu'il avait construite, un autre fil arraché à l'illusion d'autorité dans laquelle il s'était enveloppé pendant des années. Le poids de son histoire pesait sur lui. Des cas où il avait prononcé des peines excessives pour des infractions mineures. Des cas où il avait écarté des preuves en faveur des accusés noirs. Des cas où ses décisions avaient été remises en question mais jamais contestées. Maintenant, le nom d'Elijah Turner étant associé à l'enquête, il n'y avait plus moyen d'y échapper. Le système qu'il avait autrefois protégé avait changé. Le même palais de justice où il avait statué sans contestation lui semblait désormais étranger, ses couloirs bordés de visages qui ne le regardaient plus avec certitude. Il y avait des chuchotements dans les couloirs, des conversations calmes qui cessaient à son passage. Les gens qu'il avait craints autrefois le regardaient maintenant, attendant ce qu'il savait déjà être inévitable. Pour la première fois de sa carrière, le juge Whitmore n'était plus celui qui contrôlait. C'était lui qui était jugé. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, l'histoire de l'humiliation d'Isaiah Turner au tribunal a fait la une des journaux nationaux. Le titre était aussi accablant que l'acte lui-même. Un juge oblige un jeune noir à se faire couper les cheveux au tribunal. L'image des tresses coupées d'Isaiah sur le plancher de bois froid est devenue un symbole, un témoignage effrayant du pouvoir judiciaire sans contrôle. Les présentateurs de journaux ont disséqué l'affaire, les analystes juridiques ont débattu de ses implications et les défenseurs des droits civiques ont exigé une action rapide. Les images de l'intérieur de la salle d'audience, granuleuses mais sans équivoque, ont circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une tempête d'indignation. Des manifestations ont éclaté devant le palais de justice. Au début, elles étaient modestes. Des citoyens inquiets, des parents, des enseignants qui avaient autrefois rejeté les histoires de préjugés systémiques se sont retrouvés confrontés à des preuves irréfutables. Mais au fil des jours, la foule a grandi. Des organisations nationales ont prêté leur voix à la cause. Des pancartes ont rempli les rues. Justice pour Isaiah.
Les juges ne sont pas des rois. Les cheveux ne sont pas un crime. Les caméras ont capturé les vagues de gens qui scandaient des slogans, brandissant des affiches avec la photo d'école d'Isaiah à côté de l'image austère de lui après le prononcé de sa sentence. Le contraste était déchirant, impossible à ignorer. Le juge Whitmore est resté silencieux. Il a évité les journalistes, entrant et sortant du tribunal par des entrées latérales, sa démarche autrefois confiante réduite à des mouvements précipités et paranoïaques. Son nom, autrefois prononcé avec révérence dans les cercles juridiques, n'était désormais synonyme que de honte. Ses collègues ont pris leur distance, publiant des déclarations prudentes condamnant la partialité du système judiciaire, tout en omettant commodément son nom. Mais le public savait. Il a vu, à travers la neutralité polie, les phrases soigneusement élaborées. Un mois plus tard, Isaiah se tenait dans la même salle d'audience. Mais cette fois, ce n'était pas lui qui était jugé. Les sièges étaient remplis, mais maintenant l'énergie était différente. Les murmures étouffés ne transmettèrent pas la peur, mais l'anticipation. Le peuple était revenu, non pas pour voir un garçon innocent être humilié, mais pour assister à la chute de l'homme qui avait autrefois gouverné depuis ce haut banc sans conséquence. Elijah Turner était assis à la tête du jury d'éthique judiciaire, sa présence s'imposant sans effort. Cette fois, c'était Whitmore qui était assis dans le fauteuil de l'accusé, les mains serrées sur ses genoux, la peau jaunâtre sous le poids de l'examen. Sa robe autrefois immaculée avait été remplacée par un costume bleu marine rigide, un piètre déguisement pour la dignité défaillante à laquelle il s'accrochait. Il avait vieilli au cours des semaines qui avaient suivi le début de sa chute. L'arrogance qui emplissait autrefois son expression s'était estompée, ne laissant place qu'à un défi creux. Il tenta de se défendre, sa voix plus faible qu'avant, empreinte d'une sorte de désespoir. Il parle de l'autorité judiciaire, du maintien de l'ordre dans sa salle d'audience, de discipline et de précédent. Mais les mots sonnaient creux. Les preuves avaient déjà parlé. Affaire après affaire lui étaient présentées. Des peines injustes, des décisions partiales, des plaintes qui avaient été autrefois enterrées sous la bureaucratie juridique se répandaient maintenant devant le jury comme une plaie ouverte. Des schémas se dessinaient. Les statistiques prouvaient ce que tant de gens savaient depuis des années, mais n'avaient pas pu contester. À chaque tentative de justification, Elijah Turner répliquait avec une vérité froide et irréfutable. Sa voix ne vacillait jamais. Il n'avait pas besoin de l'élever. Sa seule présence suffisait à resserrer l'étau autour de la carrière déjà en déclin de Whitmore. Les autres membres du jury, qui hésitaient autrefois à condamner l'un des leurs, lui emboîtèrent le pas. Il n'avait pas le choix. Le public regardait. Le verdict tomba rapidement. Le juge Whitmore devait être radié du barreau, déchu de son titre et définitivement interdit d'exercer toute fonction judiciaire. La décision était définitive. Il n'y aurait pas d'appel, pas de faveur à demander, plus d'alliés pour le protéger. Son empire s'était effondré. Isaiah regardait depuis son siège, le dos droit, l'expression indéchiffrable. Il ne souriait pas. Il n'y avait aucune victoire à trouver en regardant un homme tomber. Mais il y avait la justice, et cela, enfin, suffisait. La salle d'audience se vidait lentement, le poids du moment persistant dans l'air. Les journalistes se bousculaient pour rassembler leurs histoires, les flashs des appareils photo, les voix se chevauchant. Mais au centre de tout cela, Isaiah et son père se déplaçaient, comme s'ils n'étaient pas touchés par le chaos qui les entourait. Alors qu'il sortait, Elijah fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet usé. Il le tendit à Isaiah sans un mot. Il était vieux, les bords adoucis par le temps, le manche lisse après des années d'utilisation, le peigne de son grand-père. Isaiah le retourna dans ses mains, sentant les rainures, l'histoire imprimée dans le bois. À côté, il y avait une petite note écrite de la main de son père. Ton identité n'appartient qu'à toi. Personne ne peut te l'enlever.
Pour la première fois depuis ce jour au tribunal, Isaiah laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. Le poids qui s'était installé sur lui était toujours là, mais il était différent maintenant, plus léger, se transformant en quelque chose d'autre. Pas seulement la perte, pas seulement la douleur, mais la résilience. Ses tresses repousseraient. Sa dignité ne l'avait jamais vraiment quitté. Alors qu'il quittait le palais de justice, Isaiah passa une main dans ses cheveux courts, sentant déjà les débuts d'une nouvelle pousse sous ses doigts. Chaque jour, il revenait petit à petit, tout comme lui. Derrière eux, assis seul sur un banc à l'extérieur du palais de justice, le juge Whitmore les regardait partir. Le pouvoir qu'il avait autrefois exercé si facilement, l'autorité qu'il avait autrefois protégée, avait disparu. Il n'était plus craint, plus respecté. Il n'était plus qu'un autre homme en disgrâce, englouti par le système dont il avait abusé. Pour la première fois de sa vie, il comprenait une vérité qui lui avait échappé pendant des années.